Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée avec l'association Et si on parlait de sport, animée par Laurent Garnier. Coup d'envoi pour cette 110e émission de Et si on parle de sport. Chaque semaine, nous entrons en jeu pour mettre en lumière celles et ceux qui font battre le cœur du sport. Entre efforts intenses et émotions partagées, ici, pas de relâche. Interviews, analyses, coups de projecteur et exploits sont à l'affiche. Un immense merci à nos partenaires, LG Consultants, Semper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Grâce à eux, l'esprit d'équipe prend tout son sens et bien sûr un clin d'œil à notre formidable équipe d'animatrices, d'animateurs et de chroniqueurs et de consultants, des coéquipiers de grande classe. Le match est lancé, alors, et si on parlait de sport ? Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute au programme de cette 110e édition. Le coup d'envoi, c'est tout de suite avec l'avant-match. On passe en revue les principaux résultats de la semaine avant de plonger dans une chronique spéciale Tour de France. Voyage au cœur du Tour, signé par Jean-Louis Pageste, notre spécialiste maison, ancien commissaire général et directeur des sites du Tour. Il nous emmène cette semaine dans les années 80-90, à l'heure où le Tour s'ouvre au monde. Dépaysement garanti au cœur du peloton. Première mi-temps, la communication entre en jeu. Et si on parlait de communication comme d'un sport ? On reçoit Gwenan Leroux, fondatrice du cabinet Elanco, experte en neurosciences cognitives et agilité relationnelle. Avec elle, on parle gestion des tensions, posture mentale, rugby coaching et même littérature avec son roman pédagogique La Brèche. Une mi-temps riche en enseignements où chaque mot devient un geste technique, chaque échange un entraînement mental et émotionnel. Deuxième mi-temps, place au full contact. Notre invité Didier Don, entraîneur 6e dan et fondateur de l'école Didier Don de full contact de Saint-Orens de Gameville. Un passionné qui transmet bien plus qu'un sport, des valeurs, un esprit, une force intérieure. Il nous parlera formation, résilience, inspiration et engagement. Un face-à-face aussi fort qu'enrichissant. 60 minutes de passion, de partage et des dépassements. Alors crampons bien fixés, casque sur les oreilles. Le match commence maintenant. Direction l'avant-match. Et si on parlait de sport avant-match? Et oui, avec les principaux résultats sportifs de la semaine, on va commencer par la boccia. Il y avait les championnats d'Europe ce week-end. Et c'est Aurélie Aubert qui est championne d'Europe, la française, souvenez-vous, championne paralympique de boccia à Paris, qui décroche son premier sacre européen. En athlétisme, meeting de Monaco, le Boulonnais Jimmy Gressier a signé vendredi à Monaco son premier podium en Ligue de Diamant en prenant la 2e place du 5000 mètres. Pentathlon moderne, championnat du monde de relais à Alexandrie en Égypte. Les Français Léo Bory et Mathis Rochat, champions du monde. Ils ont remporté le titre mondial du relais devant la Tchéquie et l'Égypte. Triathlon maintenant avec le World Triathlon Championships Series d'Hambourg en Allemagne. L'Australien Matthews Hauser s'est imposé devant le Portugais Vasco Vilaca et l'Italien Alessio Crociani. Piégé après la natation, le Français Dorian Connens a finalement pris la 11e place. Chez les femmes, la Française Léonie Perriot a réussi un gros coup samedi dans les rues d'Hambourg en remportant sa 2e étape de Coupe du Monde sur un format sprint 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. Elle a devancé sa compatriote et championne olympique Cassandre Beaugrand et la Britannique Beth Potter qui était championne du monde 2023. Et l'équipe de France qui était composée de Léonie Perriot, Yanis Séguin, Cassandre Beaugrand et Dorian Connens a décroché la médaille d'argent en relais mix. Ultra Trail, le Hard Rock 100 Colorado, États-Unis. C'est le Français Ludovic Pomeray, 49 ans, qui a bouclé la Hard Rock 100 en 22 heures, 21 minutes et 55 secondes. L'Ultra Trailer remporte la course pour la 2e année de rang devant les autres tricolores Mathieu Blanchard et Germain Grangier. Trail maintenant avec les championnats de France qui se déroulaient à Val d'Isère, qualificatif pour les mondiaux en septembre. Les championnats de France de trail long, 72,4 km, 5056 mètres de dénivelé positif ont couronné samedi Benjamin Roubiol et Hilary Gérardi. Tenant du titre et champion du monde 2023, Roubiol a réussi une course exemplaire. Il a passé la ligne d'arrivée en 7 heures, 48 minutes et 36 secondes.
Frédéric Tranchant, lui, est devenu champion de France de trail court, 32,6 km, 2450 mètres de dénivelé positif, après s'être imposé dimanche en 3 heures, 6 minutes et 22 secondes. La course féminine a été, elle, remportée par Cécile Jarousseau. La Maugeoise de 32 ans s'est imposée en 3 heures, 48 minutes et 22 secondes. Voilà pour le trial. On passe à l'apnée, une discipline qu'on ne voit pas souvent. Il y a eu un record du monde avec l'apnéiste français qui s'appelle Arnaud Gérald, qui a battu le record du monde absolu en catégorie bipalme poids constant à l'occasion du Vertical Blues en plongeant à 126 mètres. C'est son 10e record du monde. On passe au tennis avec Wimbledon. C'est finalement l'Italien Jannik Sinner qui a pris sa revanche en renversant l'Espagnol Carlo Alcaraz et remporte son premier grand chelem sur gazon à Wimbledon en 4-7, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Il conforte sa première place mondiale. Chez les dames, sans pitié pour l'américaine Amanda Anisimova, paralysée par l'enjeu, la polonaise Iga Świątek a remporté elle aussi son premier Wimbledon au terme d'une finale expéditive samedi 6-0, 6-0. Tennis de table, il y avait le Grand Chelem à Las Vegas aux États-Unis. En quête d'un premier titre en Grand Match, Alexis et Félix Lebrun devront encore attendre après leur défaite samedi face aux Sud-Coréens Lim Jong-yu et Han Jan-ying. Ils ont perdu 1-7-3. Félix Lebrun, lui, de son côté, a été stoppé en demi-finale par le champion du monde chinois Wang Chongqing au terme d'un match très animé en 7-7. Golf Evian Championships, au terme d'un incroyable finish, l'Australienne Grace Kim a remporté son premier majeur face à la Thaïlandaise Geno Titikul. Côté française, à noter la bonne prestation de la jeune Nastasia Nadeau, dont c'était le premier majeur de sa carrière. Elle a terminé à la 21e place au classement, à égalité notamment avec Céline Boutier et Perrine Delacour. Tir à l'arc, Coupe du Monde à Madrid, déjà tombeur de la Corée du Sud en demi-finale, les Français Thomas Chiraud, Jean-Charles Valadon et Baptiste Hadis ont conclu la meilleure des manières, la 4e étape du Coupe du Monde en battant les États-Unis en finale 6-2, une première pour la France depuis 2017. En BMX, championnat d'Europe à Valmiera en Lettonie, le Français Mathis Rago-Richard est devenu champion d'Europe samedi pour la première fois de sa carrière. L'école française a encore signé un triplé après celui des mondiaux 2023 et des Jeux olympiques 2024 avec le tenant du titre Arthur Pilar en argent et Sylvain André en bronze. VTT, Coupe du Monde de Pal Arinsal en Andorre. En short track, une semaine après son titre de champion de France pour la première saison en élite, le champion du monde moins de 23 ans, Lucas Martin, a décroché sa première victoire en Coupe du Monde vendredi. Cross-country, dimanche, c'est l'Anglais Tom Pidcock qui a décroché la victoire sans contestation. Le champion olympique disputait pourtant sa première course de cross-country depuis les mondiaux l'année passée. C'est le Français Lucas Martin, encore impressionnant, qui a pris la 2e place. En descente, très belle victoire du Français Loïc Bruni sur la descente lors de la 6e étape du Coupe du Monde. Football féminin, Euro 2025, la France s'est largement imposée 5-2 face aux Pays-Bas dimanche. Après avoir été menée à la mi-temps, elles terminent à la première place du groupe en affrontant l'Allemagne en quart de finale. Elles affronteront l'Allemagne en quart de finale de l'Euro. Elles ont remporté leurs 3 matchs du groupe. En football, toujours avec la Coupe du Monde des clubs, c'était la grande finale, très attendue. Après avoir sombré en première mi-temps, le Paris Saint-Germain, pourtant grand favori de cette première finale de la Coupe du Monde des clubs, a largement perdu dimanche face à Chelsea, 3-0 à New York, et manque un quintuplé historique au terme d'une saison exceptionnelle. On passe au rugby à 13 avec la Super League, 18e journée. Après une superbe remontée, les Dragons catalans se sont une nouvelle fois inclinés à domicile, 20-24 face aux Wolves de Warrington. En Championships, 17e journée, malgré tous les efforts investis en seconde période, le Toulouse Olympique 13 n'a pas su trouver la faille sur la pelouse d'Odside Stadium face à Halifax Panthers et s'est incliné 30-16. Rugby à 15, deuxième test match avec l'équipe de France remaniée, qui a été nettement battue par la Nouvelle-Zélande 43-17 samedi à Wellington. Une deuxième défaite au terme d'un test match bien moins indécis que le premier, 27-31, 7 jours plus tôt. En Coupe du Monde des moins de 20 ans, désillusion pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Les Bleuets, pourtant dominateurs, ont été éliminés lundi en demi-finale de la Coupe du Monde par la Nouvelle-Zélande, 26-34. Auto-endurance WEC 6 heures de Sao Paulo. Cadillac a dominé l'hyperpole des 6 heures de Sao Paulo samedi, plaçant ses 2 hypercars sur les premières lignes, la numéro 12 devant la numéro 38. Les Peugeot sont 4e et 6e. La Ferrari est 9e devant la première Toyota.
Moto Grand Prix d'Allemagne, Marc Marquez sur Ducati s'impose encore en solitaire lors du Grand Prix d'Allemagne. Installé en tête dès le premier tour et vainqueur avec plus de 6 secondes d'avance sur Alex Marquez, son frère. Francesco Bagnaia complète le podium alors que le Français Fabio Quartararo sur Yamaha a fini 4e et que Johann Zarco sur Honda, lui, a chuté. Il y avait aussi pour terminer ces résultats du cyclisme avec Tour d'Italie femmes. L'Italienne Elisa Longo Borghini a remporté le Giro pour la 2e fois de sa carrière dimanche. Elle devance la Suissesse Marlène Reusser sur Movistar. Evita Musig sur FDJ Suez, première française, termine 13e. Tour de France, grâce à l'échappée de Jonas Rickertz et Mathieu Van Der Poel, la 9e étape du Tour de France entre Chinon et Châteauroux, dimanche, a été particulièrement rapide. Jamais au XXIe siècle, une étape n'avait été courue à plus de 50 km/h de moyenne. Le plus fort de l'échappée, Simon Yates, s'est imposé lui lundi au Mont d'Or au terme de la 10e étape du Tour de France qui a vu Ben Hill s'emparer du maillot jaune. Affaibli, l'équipe de Tadej Pogačar a laissé filer l'Irlandais pour se concentrer sur la maîtrise de Jonas Vingegaard. Le Français Lenny Martinez a franchi, lui, les 5 premiers cols en tête, s'emparant ainsi du maillot à pois 47 ans après son grand-père Mariano, meilleur grimpeur du Tour en 1978. Place maintenant à la chronique spéciale Voyage au cœur du Tour avec Jean-Louis Pagès. Et si on parlait de sport ? La chronique. Et voilà, on se retrouve dans une nouvelle chronique Voyage au cœur du Tour et on va retrouver avec nous Jean-Louis Pagès. Aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique Voyage au cœur du Tour, cap sur les années 80-90, une décennie charnière dans l'histoire du Tour de France. Le Tour change de visage, s'ouvre au monde et s'adapte à une nouvelle ère, celle de l'internationalisation des grands médias de la télévision globale. Pour en parler, un homme qui connaît le Tour comme peu d'autres, Jean-Louis Pagès, ancien commissaire général et directeur du site du Tour pendant plus de 30 ans. Il a été au cœur de l'organisation en coulisses, là où se construit chaque étape, chaque arrivée, chaque décor du spectacle. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Laurent. Alors Jean-Louis, les années 80-90, on assiste à une véritable transformation du peloton. Qu'est-ce qui change concrètement ? Alors ce sont des coureurs. Alors la tradition sont des coureurs plutôt européens, belges, français, espagnols, italiens. Si ce n'est qu'on voit apparaître des coureurs d'autres pays. En l'occurrence, les États-Unis, Greg LeMond, la Colombie avec Herrera, il y avait Raúl Alcalá également, donc du côté du Mexique. Donc c'est des nouveaux coureurs qui évidemment par leur présence vont transformer, en tout cas faire en sorte que le Tour se transforme techniquement aussi. Et ça change la perception du Tour finalement. Ah bien sûr, oui, ça amène une autre atmosphère. Enfin, ne serait-ce que la présence évidemment des journalistes étrangers. Il y a notamment les journalistes colombiens qui sont assez caractéristiques sur le Tour. Je pense qu'ils y sont toujours et qui sont là pour les radios, la radio colombienne. Donc tout ça amène une atmosphère un peu particulière, différente, et le fait d'avoir des pays étrangers, en tout cas internationaux, fait que tout ça transforme la logistique du Tour finalement. Alors donc l'arrivée effectivement de coureurs et de journalistes étrangers, ça veut dire qu'il y a aussi la télévision qui prend sa place, qui change et qui prend sa place considérable sur le Tour. Comment ça se traduit sur le terrain ? Tout à fait. Alors chaque réalisateur du Tour, moi j'ai connu l'époque où il y avait, donc c'était le premier réalisateur du Tour, que j'ai connu en tout cas, c'était Pierre Badel. Puis ensuite il y a eu Régis Forissier. Et donc ces gens-là évidemment arrivent avec des moyens. Les télévisions étrangères arrivent avec des moyens de plus en plus importants, ce qui fait que on leur vend évidemment les images du Tour. Ils viennent les faire et ils demandent à être installés au plus près, au cœur de l'événement, en l'occurrence dans la zone technique d'arrivée, ce qui fait qu'on est obligé de trouver des lieux qui permettent d'accueillir ces dizaines, voire cette centaine de camions qui doivent être à proximité de la ligne d'arrivée, de telle manière à ce que on puisse retransmettre au plus près tout ce qui se passe sur le Tour. Donc ça a dû modifier complètement la logistique traditionnelle. Ah oui, tout à fait. Alors c'est le Tour prend du volume et c'est un peu, si tu veux,
qui est compliqué à cette époque-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut arriver dans des endroits sportivement intéressants. Ça veut dire relativement exigus. Et en même temps, on a de plus en plus de moyens. Donc, il faut trouver cette juste mesure entre j'arrive à accueillir tous les moyens du Tour au même endroit, puisqu'on est toujours dans cette règle unité de temps, de lieu d'action, et une forme de lutte contre le gigantisme du Tour. Mais c'est compliqué à mener, donc il faut faire des repérages, il faut aller sur le terrain, bien évidemment, ce qui explique les 200 nuits passées à l'hôtel par an pour repérer évidemment les parcours, mais les sites d'arrivée, les sites de départ. Ça t'a obligé probablement, et tout l'ensemble de l'organisation du Tour, à mettre en place de nouvelles règles et probablement de nouvelles contraintes. Exactement, oui, parce que on était, si tu veux, dans une démarche artisanale avec toute la noblesse du mot artisan. Hein. C'était vraiment, il y avait des barbecues dans la zone technique, il y avait parce qu'on était moins nombreux. En l'occurrence là, le fait de voir arriver donc des télévisions étrangères, on crée au fil des années, on crée une zone de vie. Une zone de vie où les gens peuvent se restaurer, peuvent se reposer entre deux prises de vue, etc. Et donc, on agrandit la zone. La zone technique du Tour pure, c'est la retransmission. Et puis la zone de vie, c'est là où les techniciens, ou les journalistes, ou les suiveurs du Tour se reposent, se restaurent avant de prendre l'antenne. J'imagine que vous avez dû mettre en place des règles particulières pour que ça fonctionne. Ah oui, bien sûr. Et qu'il y a eu peut-être des anecdotes avec quelques incidents quand même qui ont provoqué un changement de réglementation. C'est-à-dire qu'on fait venir... Alors, on avait sur le Tour à l'époque, évidemment, la gendarmerie, la police nationale, donc c'est des conventions qui lient le Tour au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense. On a fait venir un élément majeur dans la sécurité, à savoir les sapeurs-pompiers. Donc les sapeurs-pompiers sont arrivés avec... Alors oui, anecdote, moi je me souviens, le premier des pompiers qui est venu sur le Tour, il est rentré dans la zone technique une fois qu'elle était installée et il a vu les kilomètres de câbles qui étaient développés. Donc il y a grosso modo, si tu veux, à une époque, il y a eu entre 40 et 50 kilomètres de câbles qui sont déployés tous les jours et qui sont évidemment posés au sol avec des gorges, avec des goulottes, avec des choses comme ça. Et ce monsieur, dans sa réglementation évidemment théorique, m'a dit, écoutez, là, les câbles, il faut pas qu'ils soient au sol, il faut les suspendre. Ce qui était évidemment totalement impossible sur une surface de 5000 m². Donc, il a fallu que chacun s'adapte. Alors, nous, évidemment, aux règles qui étaient mises par ces spécialistes. Et en même temps, ces spécialistes ont dû comprendre que le Tour est un événement itinérant et qu'on est pris par le temps dans l'installation. On commence aux alentours de 4 heures du matin à l'époque, 3-4 heures du matin. Et on termine à midi, et donc il fallait respecter ce timing-là. Donc tout ça fait que, oui, on évolue chacun, mais en totale transparence et en collaboration étroite, bien sûr. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a marqué dans toutes ces organisations avec justement une installation comme ça, on se dit mais tout se passe super bien, il y a pas de souci. Est-ce que toi, il y a une petite anecdote, une chose qui ressort, qui t'a fait réfléchir pour l'organisation? Réfléchir, oui, parce que là aussi, le tour s'exporte aussi, il se déroule à l'étranger. Moi, je me souviens d'une installation en Allemagne, mais avec une rigueur entre guillemets teutonne qui ne comprenait pas comment nous fonctionnions. Il a fallu qu'on se plie à certaines réglementations locales, mais il n'empêche que la force du Tour, la portance du Tour fait qu'à un moment donné, certaines règles évidemment la majorité des règles sont respectées. Mais il y a parfois donc des petites choses qui font que... Je me souviens d'une arrivée à Bordeaux, par exemple, où il faisait très très chaud. Le podium protocole était une sorte de coquille Saint-Jacques gonflable. Il y avait une structure solide et au-dessus une sorte de coquille Saint-Jacques, une rosace gonflable. Un journaliste passe, donc il faisait très très chaud et donc on avait décidé de ne pas la gonfler avant l'arrivée des coureurs, ou en tout cas avant l'arrivée de la caravane publicitaire. Un journaliste passe devant cette structure qui n'était pas gonflée, il n'a rien trouvé de mieux que de faire partir un communiqué en disant le podium protocolaire du Tour a explosé. Ce qui n'était pas du tout le cas, puisqu'on attendait le dernier moment pour gonfler cette structure et faire en sorte qu'elle soit présentable au moment de la remise des bouquets. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, tout le monde se sent concerné, tout le monde est très vigilant, et évidemment, et au fil des ans, on y viendra peut-être, évidemment, les choses se sont... beaucoup plus précisé. La sécurité est un des éléments majeurs sur lequel aujourd'hui la direction du Tour travaille. Voilà, il faut donc trouver un équilibre à préserver, parce que j'imagine que entre le passé et le présent et l'avenir, tout ça se bousculait un petit peu. Comment on fait pour arriver à trouver cet équilibre à cette époque-là?
Mais c'est une période charnière, hein. On est encore dans la période où c'est le Tour de France qui emploie les gens qui travaillent sur le Tour, hein, les techniciens, en tout cas les techniciens qui sont sur le terrain, qui mettent en place le décor finalement de ce spectacle, cette course. Et on voit au fil du temps que c'est plus du tout ASO, puisqu'on devient ASO en 92. C'est plus ASO qui emploie les techniciens qui étaient des personnes retraitées, des profs, etc. Et en l'occurrence, là, ce sont des agents d'intérim qui viennent avec des équipes, avec des gens beaucoup plus spécialisés, professionnels entre guillemets, parce que bon, c'est très éphémère malgré tout, c'est que le mois de juillet. Donc tout ça rentre dans une forme de normalisation, mais malgré tout, en tout cas, moi, dans mon esprit, dans l'esprit évidemment des directeurs du Tour, en l'occurrence Jean-Marie Lemoine, il fallait quand même garder ce côté proche du public, cette forme d'humanité qui transpire du Tour. Donc il faut arriver à marier ce côté professionnel et ce côté artisanal, et avec toute la noblesse que ce mot peut évoquer. Merci beaucoup Jean-Louis. On va préciser que ASO, pour bien sûr ceux qui ne connaissent pas, ASO ça veut dire Amaury Sport Organisation, et c'est l'organisme qui a succédé justement qui a repris la société du Tour de France à l'époque. Merci Jean-Louis pour ce regard précieux sur ces deux décennies qui ont changé le visage de Tour de France. Les années 80-90, c'est bien plus qu'un changement de génération, c'est le début d'une nouvelle ère, on l'a dit, celle d'un Tour de France ouvert sur le monde, porté sur les caméras du globe sans jamais renier ses racines. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine et on continuera ce voyage au cœur du Tour avec un nouvel épisode consacré là à la caravane du Tour. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec Gwenan Leroux. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, l'émission qui met en lumière celles et ceux pour qui le sport est bien plus qu'une simple activité physique, une culture, une méthode, parfois même une philosophie de vie. Aujourd'hui, on reçoit Gwenan Leroux, qui est fondatrice de Delanco, experte en communication, en neurosciences cognitives et grande défenseur d'une idée forte, communiquer est un sport. Elle est aussi l'autrice d'un roman pédagogique, La Brèche. Bonjour Gwenan. Bonjour Laurent. Alors merci d'être venu nous voir et de nous raconter un peu qui est Gwenan et est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et expliquer aussi qu'est-ce qui t'a amené à fonder Elanco. Oui, c'est une longue histoire, on va essayer d'être brève. Donc moi, je suis donc formatrice en communication interpersonnelle et mon idée c'est de défendre à quel point la communication interpersonnelle est un sport, un sport qu'on pratique un peu tous les jours. On marche sur des œufs, on ne sait pas trop comment dire la chose, et puis au bout d'un moment ça éclate. Voilà, il faut gagner certaine agilité, et ça on n'a jamais appris à le faire concrètement. Alors moi, d'où je viens et pourquoi j'ai fondé Elanco, c'est, si on revient un petit peu en arrière, il va y avoir 3 grandes étapes qui m'ont amené à penser ce que je voulais apporter à travers Elanco. La première étape, ça démarre de moi petite. Donc moi, je viens de Loire-Atlantique, entre Nantes, Saint-Nazaire. J'ai navigué là-dedans. Et puis petite, j'avais beaucoup d'amis. J'aimais beaucoup le monde. D'ailleurs, j'ai toujours adoré les gens. Par contre, j'ai toujours eu un peu d'anxiété sociale. C'est-à-dire que je n'étais pas vraiment très à l'aise avec les gens. J'avais une crainte derrière d'être rejetée, profonde. Donc je voulais être aimée, avec cette crainte d'être rejetée. Et un bon jour, je rentre à la fac. Donc là, il y a plein de monde. Et puis, c'est le drame. En pleine amphi, en plein examen, je m'évanouis devant tout le monde. Je tombe dans les pommes assez solidement. Donc je fais des convulsions, tout ça. Et puis bon, je me relève. La honte. Donc à partir de là, j'osais même plus rentrer dans une amphithéâtre. Je me sentais mal. J'avais des malaises pas possibles. Et je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme ça. Je pouvais pas rester anxieuse à ce point-là, au point où je pouvais plus m'exposer face à des gens. Et c'est là que m'est venue une première idée, celle de devenir commerciale. Donc ça, c'est ma toute première étape, toute première brique d'Elanco. Commercial, pourquoi ? Parce que c'était qu'une excuse pour sortir de ma zone de confort, parler à des gens, prendre ma place. T'es obligé d'aller vers les autres, quoi. Obligé d'aller vers les autres. Je peux plus me cacher. Faut que j'y aille. Et donc ça m'a donné déjà certaines billes pour changer, transformer dans mes relations personnelles. Et puis, donc je deviens commercial, ça marche plutôt bien, sauf que j'ai toujours quelques formes d'anxiété, surtout avec des supérieurs hiérarchiques. Des gens qui sont assez intimidants, assez charismatiques. Ça me met mal à l'aise. Et un jour, pendant une réunion, j'étais avec mon directeur et
durant cette réunion, devant les autres, il me fait un petit pic. Mais il n'était pas méchant, hein, cet homme-là, il était juste un peu maladroit. Et puis moi, comme j'étais assez insécure, je l'ai mal vécu au point où j'ai prétexté une envie de faire pipi pour m'échapper. Et j'étais au point de, encore une fois, tomber dans les pommes dans les toilettes. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, ça revient. Il va falloir quand même que j'aille plus loin. Donc, je prends de nouvelles décisions, je change de poste et puis je trouve des nouveaux postes. Et puis, petit à petit, je bifurque vers la formation. Formation en technique de vente parce que c'était mon métier, parce que j'avais appris à le faire et que du coup, comme j'avais appris à le faire et que c'était pas inné, je savais comment l'enseigner. Mais surtout, c'était encore une excuse pour plonger plus loin, pour me former moi-même aux techniques de communication. Et là, je me forme dans tout un tas de trucs. Je deviens certifiée en coach professionnel pour la cohésion d'équipe et le coaching individuel. Et surtout, formatrice et coach en process communication modèle, puis d'autres modèles, mais surtout celui-ci. Et celui-ci m'a marqué parce que le lendemain que j'ai ma certification, je suis armée jusqu'aux dents pour techniquement pouvoir communiquer avec tout le monde. Sauf que le lendemain, je me lève, je regarde mon emploi du temps avec tout ce que j'ai à faire. Je regarde les trous que je n'ai pas pour essayer d'insérer des choses dans mon emploi du temps. À ce moment-là, j'ai mon mari qui m'appelle. Faut à tout prix que tu ailles chercher le coffre de toit chez le mec du Bon Coin. Si tu viens pas, on va se le faire prendre. Alors moi... Non mais tu crois que c'est parce que je bosse de chez moi que j'ai rien à faire? Non mais tu me prends pour ta boniche? Non mais tu vas aller chercher le coffre de toit et puis crac, je raccroche. Pourtant j'étais armée jusqu'aux dents pour être zen et pour savoir désamorcer les conflits, etc. Et là j'en étais encore une fois finalement incapable. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a beau évoluer dans certaines sphères de communication, mais il y en a toujours d'autres qui nous rattrapent. Et quand notre cerveau il sait plus comment faire, c'est là où on a des comportements. On se dit après coup, mais qu'est-ce que je viens de faire? Ou pas, hein, des fois. Et la vie, elle est super chouette. C'est qu'à ce moment-là, je lisais tout un tas de magazines sur la psycho et la neuroscience. Et il y avait un article sur les systèmes nerveux autonomes. Peut-être que certains connaissent, parce que c'est assez connu maintenant dans ce monde-là, le système sympathique, système parasympathique. En gros, c'est le système neurovégétatif qui fait qu'on est soit dans un état plutôt anxieux, plutôt sur comment éviter un danger, et comment on se prépare pour affronter notre environnement, ou plutôt dans un état où on est bien. On appelle ça le système d'approche avec... on est décontracté, on est zen, et donc du coup, on est plus capable de réfléchir. Mais tout ça, c'est automatique. C'est notre cerveau, milliseconde après milliseconde, qui va décharger certaines formes de neurotransmetteurs et qui va nous mettre dans ces états physiologiques. Donc, on n'y peut rien. Et je lis ça, et puis ça explique par A plus B tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, évidemment. Mais surtout, il y avait un article qui était intéressant aussi derrière, c'est qu'il se racontait à quel point le cerveau est vachement doué pour se raconter des histoires. Surtout quand... on a des comportements automatiques comme ça, on va se raconter des histoires pour se justifier pourquoi. Si je t'ai parlé comme ça, en même temps, c'est parce que t'étais comme ça et que du coup, en plus, j'avais faim, donc c'est pas de ma faute. En gros, on est vachement doué pour ça. Et puis, je me suis dit, mais en fait, si je veux vraiment arriver à enseigner les techniques de communication, il faut d'abord partir de cette base-là. C'est-à-dire comment réussir à ne pas rester dans le déni et faire ce switch mental pour se permettre physiologiquement d'être en état de réfléchir et de communiquer avec son interlocuteur. Et tout part de là. Et pour faire le lien avec ce que j'enseigne aujourd'hui, je prends la métaphore du sport, c'est un peu savoir manier son focus intentionnel pour se rendre compte quand on est en hors-jeu, soi ou son interlocuteur. Donc ça sert à rien de communiquer là-dedans et se mettre dans la bonne position vis-à-vis de son interlocuteur pour pouvoir rester dans le game, dans le jeu de la communication. Je vois que tu es lancé, donc si on te branche, là c'est fini, tu es parti pour 3 heures. J'ai juste une petite question pour nos auditeurs. Pourquoi Elanco ? On va rendre à César ce qui appartient à César. C'est mon mari qui a trouvé cette idée. Et j'ai trouvé sympa parce qu'avant c'était donc technique de vente, donc technique commerciale, élan commercial. Et comme j'avais l'idée aussi de la communication, je me disais, le jour où je ferai la bifurcation, ça marche aussi. Élan communication, élan de coopération, de cohésion, ça marchait. Donc, bien vu, bonne remarque d'une communicante, on note. Justement, tu fais la liaison facilement, ton métier, puisque tu étais déjà en train de nous raconter ce que tu fais. Tu parles souvent, dans ce que j'ai pu lire sur toi, d'agilité relationnelle. Comment tu définis finalement ce métier ? Là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On a bien compris le cheminement qui t'amène jusque-là. Et là, concrètement, ton métier, ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi cette agilité relationnelle ? Je suis curieux de comprendre. Justement, c'est une agilité parce qu'on parle de quelque chose qui n'est jamais stable. On doit rester en équilibre en communication.
Et d'une seconde à l'autre, ça peut tourner au vinaigre. Dans un cerveau, ça va très très vite. Alors entre deux cerveaux, ça va encore plus vite. Et donc cette agilité, c'est vraiment cette capacité à voir ce qui se joue à l'instant T dans le match de la communication pour rester dans cet équilibre où on co-construit un échange et pas qu'on parte dans notre tête avec une idée de faire passer son message coûte que coûte. C'est pas comme ça qu'on fait. En fait, t'es un entraîneur sur un terrain, tu es sur le bord de la touche, tu vois les deux individus qui sont en train de jouer ou de combattre et tu es là pour essayer de les guider quelque part. C'est ça. Et les ateliers en communication se passent comme ça. C'est-à-dire que je les arme pour voir les choses et puis après je désigne des arbitres. Et on voit ce qui se passe autour de tout ce qu'on se dit à travers les mots. Alors tu n'interviens pas directement, tu m'avais dit, tu n'es pas dans le conflit direct, mais tu es plutôt dans la prévention. Oui. On peut dire ça comme ça ? Oui. Tu donnes des arguments avant d'entrer sur le terrain, ou sur le tapis, comme tu veux. Tu vas prévenir, voilà, s'il se passe tel ou tel événement, voilà comment il faut que tu réagisses. Et en fait, tu donnes des éléments pour se défendre. Mais après, le combat se fait sans toi. Alors justement, on ne se défend pas en communication. À partir du moment où on se défend, on est en hors-jeu. Donc l'idée, c'est justement de donner des éléments pour voir quand on est en état de co-construire et pas qu'on parte sur la défensive. Tous ces éléments-là, à partir du moment où on équipe les gens à voir ces choses-là, il n'y a pas de retour en arrière. À partir du moment où tu mets des mots sur ce qu'on ressent instinctivement, ouais, je sens que ça va plus, je sais plus, mais je sais pas comment le nommer. Si on n'a pas des repères clairs, si on n'a pas une limite de jeu claire, avec des postures claires, quand est-ce que lui il a la balle et qu'il me la reçoit et comment je la reçois, si on ne sait pas faire ça, on ne peut pas voir le jeu de la communication. La meilleure défense, c'est l'attaque pour toi, c'est ça ? Alors non, la meilleure des défenses, c'est d'être le capitaine sur son terrain. C'est-à-dire que j'ai une vue d'ensemble du jeu et je sais quand donner la balle, à quel moment, à qui, et quand prendre la balle, quand c'est à mon tour de parler. Pas trop tôt, souvent. Souvent, c'est le problème dans les échanges où en fait on n'écoute pas et on continue, dans sa tête on a déjà la réponse avant d'avoir écouté ce que la personne veut nous dire. C'est exactement ça. Et à partir du moment où on est dans notre tête, on est en jeu parce que l'interlocuteur il le voit, t'es plus avec lui. Donc lui aussi il va se mettre en défense. Et on est défense contre défense et ça on ne voit pas. Alors c'est ça qui m'amène à cette question. Effectivement, tu mets le doigt dessus, tu fais souvent ce parallèle entre sport et communication jusqu'à dire communiquer est un sport. Donc en fait, tout part de là. Tu as ce lien que tu as fait et ça part plus facilement peut-être aux gens. C'est une manière aussi de leur expliquer, mais c'est aussi ce qu'ils vivent tous les jours parce que ça soit, alors on peut parler du sport, mais ça peut être dans les relations humaines. C'est ça, c'est un combat, enfin le mot est peut-être fort, mais un combat de tous les jours. C'est un match de tous les jours. On n'est pas dans le combat, mais on est dans le match. C'est-à-dire que sur un terrain de rugby, l'adversaire, c'est pas ton interlocuteur, c'est ton cerveau. Et c'est pour ça que c'est un sport. C'est qu'il va falloir switcher ton focus attentionnel quand il est en train de partir, quand tu rentres dans ta tête et que tu te mets sur la défensive. Et justement pas rentrer dans le déni. Et ça, c'est dur. Et c'est pour ça que c'est un sport. Ça se muscle, ça, ce switch intentionnel-là. Il se muscle. C'est ça qu'on voit. Et en même temps, c'est intéressant de le prendre comme un sport parce que justement, ça devient un jeu. Et donc, c'est là où on voit que... plutôt que de fuir cette conversation, parce que je peux être vulgaire un peu. C'est à toi, la parole est à toi. On va dire ce que tout le monde pense tout haut. Des fois, c'est chiant de communiquer. Les gens comprennent pas. Et ça, plutôt que de le partir déjà dans cet état où oh là là, il va falloir que j'ai une conversation avec un tel, plutôt de le voir comme ça, le voir comme un match, là on gagne de l'énergie. On gagne une sérieuse énergie. Donc il nous faut de l'énergie pour aller sur le terrain de la communication. Et il nous faut surtout voir les choses. Voir concrètement les choses pour ne pas se sentir déboussolé quand l'autre il a des casseroles aussi, il va venir avec ses casseroles. Donc il faut rester solide. Et puis troisième chose aussi, c'est surtout qu'il faut que ce soit simple. Et le sport, c'est simple parce qu'au début on apprend des techniques, on n'est pas agile avec, mais dès qu'on a la technique, après on réfléchit plus et ça devient fluide le mouvement. C'est ça la communication aussi. Si c'est trop compliqué à savoir quel est le profil de machin, faut que je passe par telle et telle phrase avant de dire telle phrase parce que son style de communication c'est comme ça. Si ça devient trop compliqué, on rentre dans notre tête, ça marche plus non plus. Donc, faut que ce soit simple. Et donc, tu travailles comment avec les entreprises ? Quel est ton lien direct ? Comment tu leur proposes tes conseils ou tes sessions ? Comment ça se passe ? Oui, je suis en lien direct et indirect. C'est-à-dire que je travaille aussi avec beaucoup d'organismes de formation, principalement deux. Un sur Gaillac, CFD Formation, et un autre au sud de Toulouse, Impulsion. Donc, je travaille principalement avec des organismes de formation qui me font intervenir lorsque les entreprises disent que ça serait bien qu'on mette une dynamique meilleure à l'intérieur de nos équipes. On sent qu'ils commencent à être tendus, on ne sait pas trop comment amener les choses, ça se démobilise. Bon, quand on commence à dire ce genre de mots-là,
il n'y a pas de solidarité, ils se désengagent. Comment tenir aussi la nouvelle génération, parce qu'on ne les tient plus avec les mêmes valeurs dans l'entreprise, tout ça. Comment on leur fait passer ces messages à ce monde-là ? Forcément, il faut de la matière, il faut quelque chose de novateur pour aller les chercher. Et donc, je travaille avec des organismes qui me font venir à ce moment-là, et puis en direct aussi, parce que je suis active sur les réseaux, puis certaines personnes me voient et me font venir en interne, en entreprise, pour monter des ateliers sur mesure et faire en sorte que la dynamique change. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est aussi l'auteur. Oui. Parce que quelque part, au-delà de tout ce que tu viens de nous dire, j'ai vu que tu avais envie de te lancer et tu nous as proposé il y a quelque temps un livre qui s'appelle La Brèche. Alors, on est toujours, comme on dit, sur la brèche. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier roman ? Puisque c'est pas un livre technique, hein, c'est un roman. Oui. Comment ça t'est venu, ça, de te mettre sur sa feuille blanche et d'écrire tes premiers mots ? En fait, c'est un rêve que je poursuis depuis que je suis toute petite. Ma mère étant prof de français, m'a plongée dans les romans. Et puis, moi, j'ai toujours eu envie de plaire à ma mère. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'écrire une histoire qui plairait à ma mère. Donc, j'ai fait des tentatives ratées complètement. Mais je l'avais toujours en tête, d'autant que j'adore lire. Et je me rends compte que quand on est plongé dans un roman et qu'on prend conscience grâce à ce roman, il nous fait vivre des choses qui nous font voir ensuite la vie autrement. Et le but, pour moi, la communication, comme je t'ai dit juste au début, c'est pas de créer une méthode par A plus B, parce qu'en fait c'est chiant, ça nous fait rentrer dans notre tête et du coup on n'a pas forcément envie de communiquer parce que c'est trop lourd. Je veux montrer à quel point on peut voir les choses autrement dans une communication et la rendre intéressante. Il y a un processus pour rendre la communication intéressante. Même si le sujet est difficile, pour prendre plaisir à aborder ce sujet, il existe en fait des techniques. Et donc il fallait que je trouve un support qui permette de faire vivre ces émotions-là. Et j'avais envie d'écrire. Et dernière chose, il y a un auteur qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Irving Yalom, et qui m'a transmis l'amour de la philosophie et de la psychologie à travers des romans. Il mettait en scène des grands auteurs, des grands penseurs comme Nietzsche, Socrate, etc. Et donc j'ai découvert la philosophie, la psychologie à travers cet auteur. Et j'avais envie de faire comme lui. Et je me suis essayée à cet exercice. J'ai pris goût ensuite à cet exercice et je suis allée jusqu'au bout parce que c'est une histoire que tu racontes. Ouais. On peut le trouver, ce livre encore. Oui. Quel est le moyen de se le procurer ? Soit sur Amazon, soit sur mon site en direct, donc elanco.fr, E-L-A-N-K-O. On relaiera toutes ces informations. Ça vaut le coup. Tu vas nous expliquer un peu ce que tu as vécu à travers ce livre. Et puis, il y en a peut-être un autre en vue. Oui, toujours. On n'a pas de titre encore, mais non, c'est dans la tête. C'est quand même... j'en ai un en tête, mais je ne sais pas si je vais le garder parce que La Brèche, au début, il ne devait pas s'appeler comme ça. Et puis, ça change au fur et à mesure que les personnages prennent vie. Et La Brèche, c'est venu comme ça, spontanément, ou c'est grâce au personnage que tu l'as trouvé ? Alors, c'est grâce, surtout parce que j'ai vu en conférence la personne qui a organisé la Coupe du Monde de rugby, Cédric Coll. Il est monté sur scène pendant une conférence, il a pris la parole et il a dit tout un tas de choses qui étaient hyper intéressantes en matière de communication. Et là, j'ai commencé à faire le parallèle entre la communication et le rugby. Et donc, la brèche, c'est une technique de jeu pour créer la faille dans la ligne adverse. Et donc, ça vient de là. Et ensuite, les techniques de communication, je les ai bâties autour du terrain de jeu du rugby pour que ça prenne forme, pour que ce soit plus palpable, plus visuel. J'ai une dernière question à te poser. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs pour mieux communiquer au quotidien, toi qui es la spécialiste, ça serait quoi ? Mais le tout premier, c'est de stabiliser son attention. Si l'attention n'est pas stable, l'interlocuteur non plus ne sera pas stable et ne t'écoutera pas. Et quand on regarde des grands orateurs, des personnes qui, avec leur présence, leur charisme, nous font dire que si je parle là, j'ai intérêt à dire quelque chose d'intelligent parce que la personne, elle m'écoute vraiment. Moi, j'ai en tête Obama. Je veux pas faire de politique, mais juste sa façon de gérer une communication, quand elle devient tendue, fait en sorte que la personne, elle pourra pas monter dans les tours. Elle va forcément... Il met des garde-fous rien que dans son écoute. On voit qu'il est solide. Et finalement, le leadership, ça part de là aussi. Ça part de cette structure attentionnelle, cette écoute forte, intense, dense, qui fait qu'ensuite, tu créeras l'effet du leadership quand toi, tu ouvriras la bouche. Merci. Avec plaisir. Merci Gwenan pour cet échange passionnant. Ce que tu proposes avec Elanco est un vrai entraînement à la lucidité, à l'écoute, à la maîtrise de soi. Et ça résonne parfaitement avec ce que nous défendons ici. Le sport, ce n'est pas uniquement du physique, c'est aussi une école de vie.
Oui. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur elanco.fr et découvrez La Brèche, une plongée romanesque et pédagogique dans l'art de la relation. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité Didier Don. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une figure du full contact en France, Didier Don, entraîneur 6e Dan, ancien membre de l'équipe de France de taekwondo, président de ligue pendant 14 ans. Il est aussi le fondateur de l'école Didier Don de full contact de Saint-Orens-de-Gameville, où il forme chaque année des combattants, mais surtout des passionnés dans le respect et les valeurs du sport. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui on te reçoit sous un autre angle et ça nous fait plaisir. On sait que par ailleurs tu travailles beaucoup auprès des jeunes sportifs. Aujourd'hui c'est vraiment l'entraîneur qui nous intéresse. Est-ce que tu pourrais d'abord nous parler un peu de ton parcours sportif ? Tu as débuté avec le taekwondo où tu as été champion régional pendant plusieurs années et même vice-champion de France. Alors bonjour d'abord à tous. L'expérience montre qu'en fait on ne revient pas par hasard dans des sports de combat et tout comme ça. Bon, j'ai subi une rixe en 1979, le premier 1979, donc il y a 7 personnes qui me sont tombées dessus, qui m'ont un peu démantibulé. Et le 16 mai, j'étais inscrit au taekwondo. En 1985, j'étais en équipe de France et jusqu'en... il y a maintenant plus de 40 ans, j'ai rencontré Dominique Valera sur mon parcours et j'ai basculé en boxe avec... Alors Dominique Valera, pour ceux les plus jeunes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous placer un peu le... Dominique Valera, champion du monde, référent, aujourd'hui c'est un référent international dans la boxe pied-point et il reste toujours notre grand-papa, notre pépé comme on l'appelle tous, mais qui est 10e dan aujourd'hui et qui nous porte et qui porte les valeurs du sport que je porte moi aujourd'hui à mon sens et ce que je transmets. Alors, tu es devenu une référence toi aussi dans ce domaine en formant plusieurs champions. J'ai formé de nombreux champions de France de full, en light, en full contact, en élite et champions d'Europe qui demandent énormément de travail, de résilience, et je pense que c'est aujourd'hui, c'est aussi cette parallèle que je fais entre le mental et la boxe qui sont des sports très demandeurs d'énergie, mais qui forment des hommes bien structurés dans leur tête. Alors, quelques mots d'abord sur cette discipline full contact pour les personnes qui nous écoutent, pour bien préciser. Il y a le karaté, on sait, il y a le taekwondo et il y a le full contact. Comment tu situes ce sport par rapport à ces autres sports ? Le full contact est issu du karaté, puisque c'est Dominique Valera qui l'a ramené en 1979 des États-Unis. C'est le seul sport pied-point où il n'y a pas de coups dans les jambes. Tous les coups de pied sont donnés au-dessus de la ceinture. Après, c'est la boxe traditionnelle comme le kick, la taille, ainsi de suite. Et il n'y a pas coup de coude, pas de coup de genou. Et on reste vraiment dans le noblard au niveau de... C'est juste des techniques de jambes au niveau de la ceinture et au niveau de la taille, au niveau du visage. Mais ça s'arrête là, coup de pied retourné, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de coup. On ne fragilise pas la base, les appuis. Donc ça reste quand même un sport où la boxe anglaise reste quand même très, très vivante. Et moi, c'est quand même cette partie qui m'anime et qui m'intéresse de transmettre. Donc les sportifs sont bien sûr protégés avec un équipement particulier, tu peux nous en parler aussi ? Protection maximum, on travaille quand même sur la santé, les boxeurs sont casqués jusqu'à un certain niveau, après ils prennent moins de coups parce qu'ils sont très alertes et capables de bouger, et c'est ce qui fait la beauté du geste, c'est-à-dire que sans protection, enfin protection pied, protection de gants bien sûr, mais il n'y a pas de risque majeur de danger
au niveau, je parle surtout pour les parents qui initient leurs enfants. C'est un sport pour des enfants qui ont énormément d'énergie. C'est le sport qu'il faut, quoi. Enfin, pas que le full contact, mais tout ce qui est sport de combat, ça permet de respecter les valeurs, respecter tout ce qui est important dans l'éducation, parce que là on rentre dans la transmission et dans l'éducation. Et moi c'est ce qui m'anime aujourd'hui, transmettre et éduquer. Alors, la transition est facile. Entre éducateurs, tu as choisi de créer une école Didier Don de full contact à Saint-Orens-de-Ganneville. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce club, de son esprit, de sa philosophie ? Moi, j'ai vu comme des jeunes arrivés qui avaient 13, 14 ans, qui étaient un peu perdus parce que la famille n'était pas là, parce que la famille était violente, et ça fait 40 ans que je sors des gamins de là qui sont aujourd'hui devenus des chirurgiens, qui sont devenus des avocats, qui sont devenus des architectes. Et en fait, moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive, et il est un peu dégrossi, mais il sait pas trop ce qu'il veut faire dans son chemin scolaire, on est là pour ça, en fait, l'école, c'est pour ça que j'appelle ça une école. C'est qu'on s'occupe aussi de leur carrière scolaire, on s'occupe aussi de leur bien-être et on les amène dans des endroits que le sport porte, la résilience, l'acceptation de la défaite, le goût du courage, l'abnégation. De temps en temps, je parle pas. Moi, je dis quand je parle un petit peu comme Philippe Lucas. C'est dur, c'est tranchant, mais c'est là où je veux t'amener parce que tu sois un mec heureux et combatif de cette société qu'on est en train de préparer. Je pense que le sport pour moi c'est une valeur, c'est des valeurs essentielles de notre société aujourd'hui. Ça va passer par là. Alors Philippe Lucas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un célèbre entraîneur de natation, entre autres, qui a entraîné une certaine Laure Manodou, voilà, donc, que Didier nous a cité. Vous avez accueilli récemment plusieurs passages de grade, cette année d'ailleurs. Qu'est-ce que cela représente pour toi en tant qu'entraîneur ? Moi, ce qui me concerne, c'est que les passages de ceinture noire, notamment, c'est en fait, on quitte le monde, pour le premier dan par exemple, on quitte le monde débutant au monde élève et le travail commence à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, vous avez des gens sur lesquels on leur dit, vous ne pourrez pas y arriver, vous ne pourrez pas faire de sport. Et là, pour moi, c'est un défi. Et quand on me disait, là, tu peux pas y accéder, j'y ai accédé parce que j'ai travaillé plus que les autres, parce que j'ai cru, parce que j'étais entouré et que derrière on arrive à un résultat qui est magique. Et la personne dit mais comment c'est possible ? Et si, parce que tu l'as fait, parce que tu m'as écouté, parce que tu as respecté et que derrière tu as été présent dans les entraînements. Et je pense que je crois énormément au travail. Je crois pas trop à la chance. Je crois beaucoup au travail et le travail a toujours payé. Et chaque fois que j'ai amené un athlète de haut niveau à très haut niveau, il a fait ce qu'il devait faire pour être champion. Et je pense qu'on a tous des qualités de champion, quel que soit notre niveau, quel que soit notre curseur. Mais il faut juste être bien entouré de personnes et de gens. D'ailleurs, je suis pas tout seul dans mon club, j'ai des assistants. Et j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus au club. On les assistants. Et ils me disent, mais moi, je sais pas boxer, mais ça, c'est pas ton problème. Nous, on va t'amener à savoir boxer, à prendre du plaisir et à performer. Et là, j'ai des personnes d'un certain âge, je leur dis, mais vous serez ceinture noire un jour, on va vous préparer, on va y mettre 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais je t'amène. T'as 70 ans, je t'amènerai ceinture noire parce que c'est un Graal, mais juste un chemin de vie, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a tout un travail de valeur dans ce que tu nous dis, et j'ai envie de reprendre cette phrase qui est forte souvent dans ce que tu dis, c'est un esprit sain dans un corps sain. Parce que dans ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tu travailles sur le corps, mais tu travailles aussi finalement dans ce message que tu viens de passer à cette personne âgée, de lui dire tu vas pouvoir y arriver. C'est énorme. Je pense qu'aujourd'hui on a supprimé le corps de notre éducation. En fait, on fait plus de sport à l'école, ça sert plus à rien, c'est la dernière roue de la charrette. Alors que les deux sont liés. On ne peut pas remplir un cerveau si le corps est pas bien irrigué. Et quand le sport, le corps prend le relais, la tête se repose. Et quand la tête prend le relais, le corps est en paix. Et en fait, c'est ce travail-là permanent entre mes pensées, mes croyances et ce lien qui fait avec le corps que le sportif est capable aujourd'hui de gérer la performance et d'aller au plus haut niveau. Mais on ne peut pas dissocier les deux. Et nous, on l'a dissocié. Donc, le corps aujourd'hui, on le voit à la place qu'a le sport aussi dans notre société. Quand on voit le budget du sport comme il est coupé aujourd'hui, et on n'a pas envie d'investir dessus. Malheureusement, et heureusement pour ceux qui vont y croire, ils vont s'en sortir pour faire plein de choses intéressantes, plein de choses de magie. Le bonheur, ça passe par là, je pense, j'en suis persuadé, et de plus en plus. On va justement aller dans son sens parce que tu as évoqué aussi dans les gens que tu as suivis un jeune qui s'appelle Loïc Calvo, qui est atteint de spondyarthrite ankylosante et qui a réussi son passage de grade. Pour toi, le sport est bien plus qu'une discipline physique, c'est un véritable moteur de vie.
On va prendre l'exemple de Loïc qui est un garçon exceptionnel. Il m'a dit voilà, je peux pas, j'ai mal ça, j'ai cette maladie, tout ça. Je m'en fous moi de ta maladie, c'est pas le problème. Vu le niveau que tu as aujourd'hui, on va t'amener à la ceinture noire. Même lui, il croyait pas. Puisque les médecins lui avaient dit, avec sa maladie, il a dit mais tu pourras pas y arriver. Ça va aller en déclinant. Aujourd'hui, moi je l'ai vu progresser. Il s'est affûté, il s'est mis au sport, il ne loupe pas l'entraînement, c'est-à-dire qu'il loupe l'entraînement parce qu'il est quand même juste dentiste comme métier, donc il est quand même quelqu'un d'impliqué et il prend conscience que son corps est utile et il s'en sert. Et il s'en sert aujourd'hui, même dans son métier. D'ailleurs, quand il fait ses formations, parce qu'il forme en implantologie, c'est ça, implantologie. Donc c'est un mec exceptionnel, mais moi c'est un cadeau de la vie de transformer quelqu'un qui en fait pouvait croire en la médecine en leur disant vous ne pouvez pas y arriver et les montrer regardez ce qu'on a fait. Et c'est pas fini parce qu'aujourd'hui dans 2 ans on passera son 2e dan et ainsi de suite. Pour moi c'est des cadeaux de la vie ça. Au-delà de ça, pour moi, c'est un vrai message d'espoir et de résilience que tu proposes. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont des difficultés dans la vie, c'est un cadeau. Ces cadeaux-là, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez modifier des comportements, vous allez modifier votre environnement et vous allez rentrer dans un secteur, dans un choix que vous allez faire, mais qui va vous transformer votre vie. Le sport en est, mais la musique, la danse, ce que vous voulez, va transformer parce que vous allez devenir impliqué dans ce chemin de vie que vous avez décidé. Ça va piquer. Oui, il y a une zone d'inconfort, mais c'est parce que ça passe par l'inconfort que derrière on retrouve le plaisir d'exister et d'être vivant. Tu as aussi à cœur de transmettre, de former des éducateurs. Comment tu travailles cette dimension ? Parce que d'abord on me l'a transmis. Parce que je pense que dans notre société, je ne sais plus quel est l'homme politique qui disait ça, une période pour apprendre, une période pour produire, une période pour transmettre. Et ça, c'est le chemin de vie. Et aujourd'hui, je suis là-dedans et aujourd'hui, je transmets à des éducateurs. Il faut savoir qu'à Toulouse, il y a beaucoup de clubs de full contact. Je les ai formés, je les ai éduqués. Et eux, ils roulent sur leur propre chemin. Et moi, c'est ma fierté de voir des endroits où encore, comme Seille, avec Hervé Bolognesi, où il y a plus de 120 licenciés. Je prends Laurent Bourdel à Montberon, je prends Momo Zentissi. Ce sont des gens que j'ai croisés, qui sont venus s'inscrire, qui sont devenus, qui ont poussé la porte du club. Aujourd'hui, c'est eux qui me défient mes propres élèves d'aujourd'hui. Mais c'est ça qui est magique. On n'est pas dans la compétition. Là, c'est juste la transmission. Et moi, c'est mon kiff, quoi. La saison scolaire touche à sa fin. L'école Didier Don va reprendre à la rentrée prochaine. À quoi ça va ressembler ? Un petit peu maintenant pour les personnes, les parents qui ont écouté, qui s'interrogent encore. Comment tu les accueilles ? Quelle est la méthode Didier Don ? Alors déjà, on arrive, on pousse la porte, on ose pousser la porte. Déjà, on vient faire une séance d'essai. On vient voir un petit peu l'ambiance et on encadre toujours les débutants 1 mois et demi. Dès qu'on voit qu'ils ont compris la base, parce que ça va très vite, certains sont beaucoup plus alertes et rentrent rentrent plus vite dans le club que d'autres. On les accompagne naturellement. Je vois par exemple, j'ai des enfants qui ont des soucis scolaires. On les accompagne encore plus. D'ailleurs, j'ai 4 enfants qui sont TDAH au potentiel, si on peut dire. Si vous voyez les progrès qu'ils ont fait en 2 ans, 3 ans, mais c'est magique. C'est de la magie pour moi. C'est-à-dire que le sport peut être quelque chose d'utile. Donc là, je ne suis pas tout seul. J'ai une dizaine de ceintures noires. Et puis moi, dans ma carrière, j'ai formé plus de 200 ceintures noires dans mes passages de grade et ainsi de suite. Parce qu'en 40 ans, on a le temps de voir du bon passer. Mais ce qui m'intéresse, c'est... Alors certains n'en feront rien. Ils arrêteront après parce que ce sera un but. D'autres vont s'en servir pour progresser encore, mais je ne suis pas tout seul. Je suis entouré de Brice Théron, d'Aurore Andrieux, de Gilles Dulaurier, de Julien Millet, de Loïc Calvo maintenant, qui rentre dans la famille des ceintures noires. Et cette école des cadres, elle est là aussi pour porter le message. On les aide à l'école, on les aide à trouver des stages, on les aide à savoir bien se tenir, à respecter les horaires, à respecter la tenue, et ils le font. Mais c'est un cadeau de la vie, quoi. Et à partir de quel âge tu accueilles des jeunes dans ton école ? Alors moi, je prends à partir des ados, parce que j'ai pas de cours enfants, parce que c'est spécial les enfants. Je les prends à partir de 14 ans, 13-14 ans, parce qu'ils travaillent avec les adultes et ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce qu'ils sont capables d'écouter. Et puis bon, comme ils ont un peu de testostérone qui commence à arriver, donc ils veulent faire un petit peu les hommes, tout ça. On recadre tout ça et ça se passe très très bien parce que au bout d'un moment, il y a quand même l'opposition. On est dans la boxe.
Tu viens pas là-bas faire le malin, hein, tu viens là pour apprendre, tu viens pour éduquer. Et on change complètement l'état d'esprit de la personne. Là, on a un petit Lucas qui était suivi par le JAF, suivi par l'école, puisque j'avais sa directrice. Il est passé de 6 de moyenne à 16 de moyenne. Aujourd'hui, ce gamin-là, je suis sûr que je vais l'amener sur du haut niveau. Parce qu'il a la méchanceté en lui, parce qu'il est passé par des choses difficiles, mais il est complètement canalisé. C'est-à-dire, en fait, il est dans le cheminement du haut niveau. Alors, il le fera avec moi, il changera de club après, j'en sais rien, en fonction de ce qu'il va faire. Mais moi, j'ai sorti un gamin de quelque chose qui était polluant à quelque chose qui va être ressource. Et ça, pour moi, c'est le cadeau de la vie. Et un petit mot quand même sur les femmes qui sont présentes Alors évidemment, les femmes, pour moi, aujourd'hui, c'est un créneau que j'ai développé il y a de nombreuses années. Mais c'est exactement, on voit Aurore Andrieux qui va passer son 2e dan, qui vient de réussir son DAF, diplôme d'assistant fédéral. Voilà, on est dans une démarche de, oui, la femme a sa place dans la boxe, où elle va appliquer quelque chose qui va lui donner confiance. Je pense que ça donne confiance, ça permet de soulager tout ce qu'une femme peut porter aujourd'hui dans sa difficulté de la société aujourd'hui, femme seule, à gérer des enfants, le boulot, le machin, tout ça. Là, ça permet pendant 1h45 de tout lâcher. Tu sors de là, tu peux reprendre ta journée ou ta deuxième vie le soir avec tout ce que tu portes avec toi, sur lequel tu vas à un moment donné. Et je pense que les femmes ont leur place dans la boxe aujourd'hui et elles nous le montrent au quotidien pour celles qui pratiquent. Une dernière petite question un peu plus technique, mais pour les parents qui, bien sûr, tu sais bien, se posent toujours les questions. Qu'est-ce que ça coûte de faire du full contact entre l'équipement, comment vous organisez, quelle est un peu la fourchette si on veut faire une saison full contact? Alors la cotisation au niveau du club, pour moi, elle n'a pas changé depuis 30 ans. Elle est à 300 € l'année, la saison, payable en 3 ou 4 fois. On pratique le passeport aussi pour les familles qui ont des petits soucis. Et ensuite, le matériel, c'est 25 € une paire de gants. Mais on a du matériel en prêt. Et après, le t-shirt, on l'offre évidemment pour la cotisation. Et on leur demande de porter un pantalon noir, pas forcément le pantalon du club, un pantalon noir, c'est tout. Et puis derrière, ils gardent la tenue. Et après, il y a le port des ceintures pour les gens, seulement les gens qui veulent rentrer dans le circuit des ceintures. Et en plus, je ne l'impose pas. Un dernier mot pour tous ces gens qui hésitent encore? Surtout, n'hésitez pas à pousser la porte d'un club de boxe. Dites-donc, évidemment, c'est conseillé, mais il y a d'autres clubs aujourd'hui où l'esprit reste la même. Et je pourrais en citer, recommander pour les gens qui habitent pas forcément sur Saint-Orens ou aux alentours. Il y a des tas de clubs où derrière on porte la même philosophie de vie. En plus, souvent, c'est des éducateurs que j'ai formés ou que j'ai croisés dans mon enseignement. Merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous, c'était toujours un plaisir de te recevoir. Ton parcours, ton engagement et ta passion sont vraiment inspirants. On souhaite une très belle fin de saison à l'école et beaucoup de réussite pour la rentrée prochaine. Merci Laurent, au plaisir. Et nous, retour au vestiaire, c'est la fin du match tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs à ne pas manquer. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 110e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Du samedi 5 au 27 juillet, c'est la suite du Tour de France cycliste. Du lundi 14 au 20 juillet, tennis avec le tournoi ATP 250 de Batad en Suède, Gdańsk en Suisse et Los Cabos au Mexique. En tournoi WTA 250 de Budapest en Hongrie et Hambourg en Allemagne. Mercredi 16 juillet, Ligue des Nations, hommes, Chine contre France, c'est en volley. Jeudi 17 juillet, cyclisme avec le Tour de France, la 12e étape, Auch-Otakam, 180,6 km. En volley toujours, Ligue des Nations, hommes avec Cuba-France. Du jeudi 17 au dimanche 20 juillet, automobile avec le rallye d'Estonie. Vendredi 18, cyclisme avec le Tour de France, 13e étape, Loudanviel-Péragude, contre-la-montre, 10 km,6 km. Samedi 19 juillet, athlétisme avec le Diamond League de Meeting de Londres. Rugby avec le dernier test match avec la Nouvelle-Zélande contre la France. Football féminin Euro 2025, il y aura les quarts de finale. Jeudi, cyclisme Tour de France, 14e étape, Pont-Luchon, Super Bagnères, 183 km. En volley, à nouveau, les Ligues des Nations hommes, Iran contre France.
Du samedi 19 au dimanche 20 juillet, de la voile avec le circuit SailGP à Portsmouth en Angleterre et la MotoGP avec le Grand Prix de République tchèque à Brno. Dimanche 20 juillet, cyclisme, Tour de France, 15e étape, Muret-Carcassonne, 169 km,3. Et en volley, la France rencontre, en Ligue des Nations, la France rencontre la Pologne. Lundi 21 juillet, cyclisme à nouveau avec toujours le Tour de France et la 16e étape avec Montpellier-Mont Ventoux, 171 km/5. Du lundi 21 au dimanche 27 juillet, le tennis de table avec le WTT Contender de Lagos au Nigeria. Du mercredi 23 juillet au 7 août, tir avec les championnats d'Europe du tir au plateau à Châteauroux. Et voilà, fin du match pour cette 110e émission de Et si on parlait de sport. Et quelle partie on vient de vivre ensemble! Un immense merci à nos invités du jour, Gwenaël Leroux, Didier Don et Jean-Louis Pagès. Vous avez enflammé le micro avec vos récits, votre passion et vos engagements. Vous avez clairement marqué des points. Un grand merci aussi à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Chaque semaine, vous êtes toujours plus nombreux à grimper dans notre bus du sport. Continuez à liker, commenter, partager, surtout vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si on parlait de sport, c'est vous qui donnez l'élan. Un grand coup de chapeau à nos partenaires de toujours, LG Consultant, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Merci de faire équipe avec nous et de jouer collectif depuis le début. Et bien sûr, mention spéciale à la team de l'association Et si on parlait de sport, une escouade de 100% passion, 0% temps mort, qui mouille le maillot chaque semaine pour transformer cette émission en véritable terrain de jeu radiophonique. On se retrouve très vite pour un nouveau round de sport, de bonne humeur et d'invités au top. Même micro, même énergie, à la semaine prochaine dans Et si on parlait de sport ?